Bienvenue dans cette édition vespérale sur FM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Théo Ngouabidje n'est plus gouverneur de la province du Sud Kivu. 27 députés sur les 34 présents ont voté pour la motion de censure contre le gouverneur provincial ce jeudi. Seulement, cette plénière ne s'est pas tenue à l'Assemblée provinciale, nous dit Patrick Mouo. La destitution de Théo Ngouabidje a été décidée à l'hôtel Ruzizi à Bukavu. La disposition sécuritaire très importante devant la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a empêché les députés provinciaux de se réunir et débattre sur l'examen et le vote de cette motion de censure. Bien avant de statuer sur ce dossier, les élus provinciaux ont d'abord examiné des pétitions contre 4 membres du bureau définitif de l'organe délibérant qui a conduit à leur réhabilitation, car mis en cause par 8 députés provinciaux. Cependant, le cas du président de l'Assemblée provinciale n'a pas été traité car étant malade. Les membres du bureau définitif réhabilités ont alors procédé à l'examen de la motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu. On se rappelle que Théo Ngouabidje avait contesté la régularité de ce bureau pour étudier sa motion de censure. Il a été le grand absent de la plénière de ce jeudi. Déjà mercredi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur lui avait interdit dans un message officiel de prendre des initiatives sur le plan politique de nature à troubler l'ordre public en raison principalement de la situation sécuritaire volatile dans l'est du pays. Population, société civile, politique, etc. Théo Ngouabidje est visiblement vomi par la majorité de toutes les couches de la population du Sud Kivu depuis la publication d'une enquête de l'IGF sur le détournement de fonds. En sus, l'Assemblée provinciale lui reprochait également la mégestion. Procès Vidier Chimanga, ses avocats ont débouté. Le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a rejeté l'exception et l'incompétence de cette juridiction à connaître cette affaire. À l'audience de ce jeudi, le tripé a donc annoncé que le procès entre dans sa phase de fond après les débats sur la forme. Patrick Ngou, encore une fois. À l'audience précédente, les avocats de Vidier Chimanga soutenaient leur démarche visant à remettre en cause la compétence du tribunal de paix pour juger leurs clients par le fait que les infractions commises par le prévenu l'ont été en dehors des frontières de la RDC. À l'audience de ce jeudi, cette juridiction a simplement fixé l'affaire pour le 5 décembre prochain en vue d'entrer dans le fond du dossier. En d'autres termes, ils ont rejeté les moyens que nous avons soulevés, a dit maître Arthur Bomana à nos confrères d'actualité.cd. Cela dit, dans le fond, il sera question pour l'ancien conseiller en matière stratégique du président de la République de prouver son innocence sur les accusations portées sur sa personne, dont les faits constitutifs de prévention de corruption présumée, mais aussi de trafic d'influence et offense au chef de l'État. On se souvient que Vidier Chimanga, qui avait démissionné de ses fonctions après publication des vidéos, proposait des offres minières à des pseudo-investisseurs en exigeant une commission de 20%. Celui qui dit avoir financé la campagne électorale de Félix Tshisekedi a répété à plusieurs reprises qu'il agissait au nom et pour le compte du chef de l'État. Mais déjà, le conseil de l'ancien président du DSMP affirme que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux contre leurs clients sont d'un montage grossier et qu'il s'apprêtait à rétablir la vérité. Pour rappel, Vidier Chimanga a été placé en détention préventive le 21 septembre dernier par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avant d'obtenir une liberté provisoire quelques jours après. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda devront baisser les armes d'ici vendredi et libérer les zones occupées dans la province du Nord Kivu. C'est l'une des recommandations du sommet de Luanda tenu mercredi sous la médiation de l'Angolais Joao Lourenço en présence de Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Uhuru Kenyatta, les facilitateurs, et Évariste Ndayishimiye du Burundi. Le grand absent, c'est le Rwandais Paul Kagame, nous explique Annie Akole dans ce récit.
Si les M23 refusent de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, le chef d'État de l'EAC instruiront la force régionale à faire usage des forces pour le pousser à se soumettre, note les communiqués final qui souligne que le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors des désengagements et les replis du M23 dans ses positions initiales des Sabinyo du côté RDC pour ne plus se mouvoir au-delà de la ligne des villages Bigega, Bugusa, Nyabikona, Mbuzi, Rutiro et Nkokwe. Les chefs d'État de l'EAC ont également décidé de créer des conditions en vue de l'occupation de positions actuellement sous contrôle du M23 par la force régionale de l'Afrique de l'Est avec le soutien du mécanisme de vérification ad hoc au plus tard vendredi avant d'appeler à la cession de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'Est du pays et de la région. Pour eux, le FARDC, la force de l'EAC en collaboration avec la MONUSCO, doivent étudier toutes les questions relatives au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et leur soumettre des propositions lors de leur prochain mini-sommet. Toujours dans la série des résolutions, le chef d'État de l'EAC ont appelé à la reprise du dialogue bilatéral entre la RDC et le Rwanda en vue de la normalisation des relations diplomatiques et la reprise de la coopération. Notons que les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Bujumbura pour l'élévation de l'application des conclusions des résolutions et recommandations du mini-sommet de Luanda. Et à Beni, les rebelles ougandais des ADF n'ont pas baissé les armes. Ces djihadistes ont essayé plusieurs attaques depuis dimanche à mercredi. Les bilans de ces atrocités laissent à désirer. Igor Sombo signe ce reportage. Au moins 25 morts dans ces nouvelles violences des ADF qui ont causé plusieurs dégâts humains. Ces attaques datent du dimanche 20 au mercredi 23 novembre 2022. Selon les présidents de la société civile des Manov, Kinos Kitwa, à en croire, ces personnes ont notamment été tuées à Kalambwe, à Kwekwe et à Molisso. Il précise que les victimes sont pour la plupart des Manov. Kinos Kitwa déplore que la population civile alertée sur la circulation des rebelles dans cette partie sans être inquiétée. Il s'est de préciser que plus de 76 000 enfants ont vu leur scolarité interrompue dans le rapport publié par le Bureau onusien de la coordination humanitaire en République démocratique du Congo. Il a été révélé que plus de 54% de personnes déplacées vivent au sein des familles d'accueil, tandis que 2 milliers d'autres occupent des écoles, des hôpitaux, des églises et autres sites improvisés. Bonne nouvelle pour les hommes en uniforme. Après 18 ans de patience, 31 000 militaires inactifs et anciens combattants appelés macarons rouges, quasiment laissés pour compte, viennent de rentrer dans leur droit salarial depuis fin octobre. Annie Akole en dit plus. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda, aura bataillé ferme pour mettre un terme définitif à leur calvaire. Leurs bénéfices s'inscrivent dorénavant dans la durée de leur carrière militaire en attendant leur mise à la retraite. Les Dr Gilbert Kabanda Kurenga, sous l'impulsion du commandant suprême des FARDC Félix Tshisekedi et du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, n'aura ménagé aucun effort pour obtenir ces résultats salutaires pour 31 000 inactifs et macarons rouges dans le rang des FARDC. Notons que cette action du ministre de la Défense nationale et ancien combattant procède du reste de la mise en œuvre du plan d'action du ministre Kabanda Kurenga et c'est qu'il met sans relâche à l'exécution tous les piliers concomitamment du programme du gouvernement de la République, qu'il s'agisse, comme c'est le cas ici, du bien-être social du soldat congolais d'une manière globale, de la formation des hommes en uniforme pour leur bonification, de l'acquisition des armements et des équipements modernes les plus perfectionnés, de l'implication prochaine de l'industrie militaire purement congolaise sur place au Congo. Rien n'est laissé au hasard, la boussole étant désormais la nouvelle politique de la défense congolaise et la loi de la programmation militaire.
La dépouille mortelle des Tarsis Kassongo Mbayamba s'envole pour la France où il sera enterré selon son souhait. Bien avant, il a reçu plutôt les hommages mérités à la clinique Ngaliema le mercredi où il a été admis à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier selon une ordonnance présidentielle lue sur place. Commentaire. À la lumière de cette ordonnance présidentielle, cette reconnaissance est le fruit d'un travail acharné, abattu pour la nation dans le secteur de la presse par l'ancien porte-parole du président de la République, décédé d'une courte maladie il y a un peu plus d'une semaine maintenant. On parle notamment de la lutte pour la liberté de la presse, mais aussi le rayonnement du paysage médiatique que l'ancien journaliste de RFI a pris pour cheval de bataille jusqu'au crépuscule de sa vie, en tant que président du conseil d'administration de l'Agence congolaise de presse, des fonctions qu'il occupe depuis septembre dernier sur décision du chef de l'État, dont les ordonnances présidentielles ont été lues à la télévision nationale par le défunt lui-même. C'est possible de constater que la presse a perdu un grand homme, un baobab, à travers ses obsèques riches en émotions. Vos qualités intellectuelles aussi bien qu'humaines s'y prêtaient. Homme d'écoute, rassembleur, conciliateur, doté d'un leadership avéré, qualité dont l'Agence congolaise de presse a encore besoin aujourd'hui plus qu'hier pour son cheminement harmonieux, mais hélas, a déclaré avec amertume le DG de l'ACP, Bienvenue Marie Bakoumania. Un peu plus avant, c'est le porte-parole du gouvernement qui a affirmé que, je cite, « sa mort laisse un vide dans le dispositif de communication », fin de citation. Des personnalités du pays avec à la première ligne le chef de l'État et son épouse, des professionnels des médias, des membres de la famille biologique, tous étaient présents pour rendre un dernier hommage à ce grand homme qui ferme ses yeux pour toujours. En société, les avenues républiques et militaires sont-elles devenues des dépotoirs d'immondices? C'est en tout cas l'impression qui ça donne. Ça se passe entre la commune de Barumbo et la commune de Limité, où l'office de voirie et drainage a curé les rivières Kalamou sans pour autant évacuer les déchets. C'est un reportage d'Igor Sombo. Cet espace commence à ressembler à un dépotoir d'immondices. Des déchets de toutes sortes, sortis de la rivière Kalamou, peinent toujours à être évacués sous le grand étonnement de la population qui se voit exposée à différentes maladies. Ici, c'est l'office de voirie et drainage qui est pointé du doigt. La police ezakawana bandimi salite za la liboso na bango letenge za ndenge nini ba se eloko moko te fale bango batelemela babenga overde balongo la sali. La police au place, mais elle a accepté que les dépotoirs restent là. Elle ne fait absolument rien. Il fallait qu'il appelle l'OVD pour qu'elle vienne évacuer les immondices qui traînent ici. Il y a de cela un mois même. Je suis victime de ces travaux qu'avait fait tomber un poteau de la SNEL, les câbles devant ma porte jusqu'à 7 heures. Plus loin, les résidents de l'avenue Militant disent ne pas comprendre que l'OVD reçoive le financement sans amorcer les travaux. L'OVD ne fait absolument rien, elle jouit seulement de son financement et puis c'est tout. Or, le travail est facile à réaliser. Ceci devient presque une tradition. Des déchets qui traînent près des caniveaux ou d'autres cours d'eau, on en trouve un peu partout à Kinshasa. Les habitants de plusieurs quartiers de la commune de Selembao éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Très tôt le matin déjà, ils sont dans les rues avec des bidons pour se procurer cette denrée rare, mais moyennant un prix. C'est un reportage signé Annie Akole. Les perturbations en fourniture d'eau de la Régie des eaux sont fréquentes dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa, mais dans la commune de Selembao, au quartier Lubudi, les habitants n'ont pas accès à l'eau potable. La population de ces coins se lève tôt pour s'en procurer de l'eau avec tout le risque.
Voici ces dames, elles viennent de très loin pour faire la lessive ici. Nous n'avons pas d'eau, l'eau est très difficile. Je me demande si à Selemba il y a des autorités. Donc ces autorités ne vivent seulement qu'à ma campagne, à Banda et à Kitambo. Souvent pour avoir de l'eau, il faut interrompre le sommeil pour aller chercher de l'eau très loin. Il y a des fois où il n'y a personne pour t'aider, tu es obligé de le faire seul. Toutes ces conditions nous rendent la tâche difficile. Ici, il n'y a pas d'eau. Nous achetons ces bidons à 200 francs congolais, parfois à 300 francs. Il n'y a pas de robinet. Désespérés suite à beaucoup de plaintes formulées à la régie des eaux qui demeurent sans réponse depuis des lustres, la population de cette partie de la capitale continue à vivre dans la résignation totale, mais elle espère tout de même que les autorités parviendront à décanter cette situation. Ailleurs, ils font quelque chose, mais ici, chez nous, ils ne font rien. Donc, nous leur donnons nos voix pour qu'ils deviennent des députés et aller vivre ailleurs. Ils vont ailleurs, bien sûr, mais c'est le moment qu'ils fassent quelque chose, parce qu'ils viendront encore. Bientôt, il y aura élection. Nous allons leur donner nos voix, qu'ils nous fassent quelque chose. Nous demandons seulement à Fati Béton de faire quelque chose. Les autres se réjouissent, mais nous ici, nous souffrons. La population de Selimbao appelle le gouvernement congolais à trouver le plus tôt que possible une solution définitive face à ces pénuries d'eau. Quand est-ce qu'un conflit foncier peut aboutir à un déguerpissement? La question fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion publique. Ce soir, nous vous proposons l'avis de Maître Loulou Dilumutu qui nous apporte quelques précisions à cette affaire. Suivez. C'est d'abord une décision. Ça peut être une option administrative. Au cas où vous occupiez les terrains précaires, sans document, bien entendu. Ou soit au cas où vous occupez un lieu qui est source de litige. C'est en ce moment-là qu'une décision peut être prise. Cette décision va maintenant ordonner qu'il y ait un déguerpissement. Donc on peut vous déguerpir si vous occupez un lieu en conflit, ou soit vous n'avez pas les droits, sans titre ni droit, eh bien, on vous déguerpir. Administrative, en ce moment-là, on peut peut-être saisir les cours administratifs. Les cas administratifs, vous saisissez la cour administrative, et ça va vous rétablir dans vos droits. Si vous avez mis moins des documents qui prouvent que vous avez été lésé par cette décision administrative. Mais par contre, si c'est une décision judiciaire, vous allez attaquer. Si vous avez des pièces, bien entendu, vous attaquez. Par rapport à ça, on va s'asseoir d'abord pour examiner, et finalement, si vous avez raison, on vous accorde la raison. Donc, tout se joue au niveau des titres. Quand vous avez les titres, ça vous protège. Et il y a un autre élément qui est important, il faut comprendre ici, que l'État a induit beaucoup de gens en erreur. Certains sont déguerpis aujourd'hui, ils ont des titres. Lesquels titres sont émis par des préposés de l'État. Ça, c'est le vrai problème que nous avons avec notre Congo. C'est ainsi nous disons que les gens peuvent toujours se plaindre. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal sur FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement.